Eh bien bonjour, je m'appelle Patrick Préjean, je suis comédien multifacette, si je puis dire, même au-delà du comédien, puisque j'ai commencé par le cirque chez Grus, ensuite j'ai fait du cabaret, beaucoup de cabaret, j'ai fait du théâtre, du cinéma, j'en fais toujours, du doublage, je chante, je danse, bien, mal, j'en sais rien, c'est au public de juger. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai fait de la pub, j'étais un des premiers à faire de la pub. Et qu'est-ce que j'ai pu oublier? J'ai fait de la comédie musicale, de l'opérette, et, et puis ben, je continue à faire le métier que j'aime, et pour lequel il semble que je sois né. Oh ben, mes débuts, ça a été très... Mes débuts, moi je suis tombé dans la marmite parce que mon papa était un grand comédien célèbre, ma maman était comédienne, mon parrain était chanteur d'opérette, l'Aubert du Cheval Blanc, Luc Barnet, mon père Albert Préjean, ma mère Lisiane Ray, qu'on appelait la plus belle rose de Paris, et j'ai vécu dans cette atmosphère pendant toute ma prime jeunesse, mon adolescence, et je suis totalement tombé dans la marmite. Et on m'a sorti de là pour me coller. En fait, mes parents m'emmenaient très très souvent au théâtre, au cinéma, et puis ils m'emmenaient dans les coulisses. J'ai pu renifler le parfum des coulisses, le parfum de tout ce qui entoure la construction d'un spectacle, et ça m'a convaincu. Je suis tombé dedans, comme je vous disais, et j'en suis pas sorti. Vous vous rendez compte? Maintenant, la peinture est un peu fanée, mais enfin, elle est là quand même. L'Ilium de Ferrand-Molnar, où j'ai joué avec ma mère. Et elle a été très surprise parce que j'étais encore au conservatoire et je savais qu'il y avait des auditions pour les petits rôles. Et je ne lui ai pas dit. J'ai été passer l'audition sans dire qui j'étais, avec un nom d'emprunt, et j'ai été choisi. Et je suis arrivé à la maison en disant, maman, tu vas jouer la première, tu vas jouer la première pièce de ton fils, nous allons être ensemble. Voilà. Elle a fait des grands bonds, des yeux écarquillés, et ça a été une grâce pour moi de démarrer cette première expérience avec ma maman. Il y en a beaucoup de pièces qui m'ont marqué, mais c'est surtout Cyrano de Bergerac en 98, où j'ai été nommé pour le Molière même. Ça a été, je crois que ça restera le plus grand souvenir théâtral de ma vie. Un tel rôle, pour moi, c'est le plus beau rôle masculin au monde, c'est fabuleux. On peut tout y mettre, on peut avoir vécu des choses dans la journée, arriver au théâtre le soir et les inclure dans l'âme du personnage et les restituer à travers ce texte exceptionnel, mais qui peut s'adapter à tous les sentiments qu'un individu peut ressentir avant d'arriver au théâtre le soir. C'est la vie. C'est la vie, Cyrano de Bergerac. C'est un personnage immense, immense. Vous êtes très bien renseigné, hein, bravo. Vous avez engagé un détective privé. Requiem pour un cahier avec Pierre Mondy, Jean-Pierre Bernard. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Mais je n'ai pas fait grand-chose hein, dedans. Je ne sais même pas si je parlais. Oui, j'avais deux mots, je crois. J'avais une scène dans un garage avec Pierre Mondy. Et puis c'est tout, je crois. C'était tout petit truc. Et il y avait Jean-Pierre Bernard qui, qui après était un grand ami à moi, avec qui on a monté l'équipe de football de l'Union des artistes. Et ça a été une grande aventure.
moi qui aime faire beaucoup de sport aussi. Bourvil, merveilleux Bourvil. Bourvil, c'est encore... Mes débuts sont avec Bourvil, à l'âge de 5 ou 6 ans. Enfin, des débuts, je ne savais pas que ce serait la première fois que j'arriverais en scène. J'étais à Bruxelles, ma maman jouait une opérette à Bruxelles, avec Bourvil, qui s'appelait le Maharaja. Et pour la période de Noël, elle m'avait emmené là-bas, avec ma grand-mère. Elle jouait une quinzaine de représentations, je crois, à Bruxelles. Et un après-midi, ma grand-mère m'emmène voir maman. J'étais plus content, hein, ça me plaisait bien, ces couleurs, Bourvil me faisait rire et tout. Et puis à l'entracte, on monte dans la loge voir maman. Et puis je ne sais pas ce qui m'a pris, elle était en train de parler avec des gens qui sont arrivés. Et moi j'ai dû me débiner, je suis parti en douce. Ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Je me suis retrouvé dans un lieu noir, un grand espace tout noir, et j'étais épaté parce que je voyais des maisons en carton, en bois, un peu des faux arbres et tout ça, et je regardais avec des grands yeux étonnés, et puis d'un seul coup, j'ai entendu une musique qui commençait à attaquer. Je me suis retrouvé inondé de lumière, et j'étais en fait sur scène, et le spectacle avait commencé. Il devait me chercher un peu partout, mais il ne savait pas que j'étais en scène, et les gens ont été tout surpris de voir un petit bonhomme en scène comme ça, au début du second acte, et j'ai entendu, je me rappelle, Bourvil qui était là, qui est venu me chercher, il fait « Excusez-le, c'est le fils de ma partenaire !» Et là, les gens ont applaudi, ont ri. Alors, je me souviens de ça quand même. J'avais 5-6 ans et c'est confus dans mon esprit, mais je vois encore tous ces gens applaudir, se marrer. Et mes vrais débuts, c'est sur une aventure comme ça. Les Cracks, c'était pas mon premier rôle, mais c'était un joli rôle dans les Cracks avec Bourvil. Merveilleuse aventure du cinéma à Nice, avec des acteurs magnifiques, Michel Deray à l'époque, Max Fournel, des gens qui sont plus là. Ça a été un film qui a duré 2-3 mois, je crois. Ah, ouais. Je crois que le producteur a dû y manger sa chemise, mais il était très touché d'un seul coup de retrouver ce grand garçon qu'il avait connu en scène fortuitement, qui était le fils de sa partenaire. Oui, c'était Bourvil, pour moi, ça a été un des plus grands acteurs français, capable de tout faire, passer du fou rire à l'émotion la plus intense. C'est un très, très, très grand acteur. Il fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et d'après ce qu'on dit, j'étais là le jour où c'est arrivé. Il y avait Robert Hirsch sur un triporteur qui passait, et il y a eu un incident. Au départ, ça ne pouvait être qu'un incident. Après, on ne se serait pas douté des conséquences que ça pourrait avoir. Et le triporteur lui est passé sur le dos à Bourvil. Et puis, il paraît qu'après, la médecine a expliqué que probablement ça venait de ce problème. Le mur de l'Atlantique, c'est ça. Ouais. Il était très affaibli. Il souffrait énormément. Je crois qu'au moment où il prenait des cachets pour moins souffrir, au moment où on disait moteur, et puis après, il allait se reposer dans sa loge. Mais il était très courageux, très, très, très courageux. C'était une baraque, Bourvil. Hein. Ah oui, il était très costaud à dégommer. Hein. Une saloperie, il a eu quand même.
il m'a fait jouer dans Le Tatoué, aux côtés de Jean Gabin, et je crois qu'ils ne se sont pas très très bien entendus. On dit que moi je ne m'en suis pas rendu compte parce que c'était pas un rôle très important, c'était un rôle sympa, donc j'ai pas été très 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 souvent avec eux. J'ai dû tourner une semaine sur ce film. C'est pas assez conséquent pour se permettre de dire il se passe ça, un tel vis-à-vis d'un tel et tout. Non, non. C'est- il faut davantage de vécu avec les gens pour se permettre d'avoir des impressions négatives, du moins. Et puis après, c'est lui qui a demandé que, quand on a remplacé un peu quelques gendarmes de la brigade, si je voulais bien en faire partie. J'ai pas dit non. J'ai sauté à pieds joints dans l'occasion. Le tournage s'est bien passé. C'était des tournages de rêve parce que le film était déjà pratiquement vendu dans le monde entier avant le premier tour de manivelle. Donc on avait des producteurs heureux qui ne demandaient qu'une chose et qui essayaient qu'une chose, faire plaisir à toute l'équipe qui était autour d'eux. Donc c'était du bonheur, sauf que Louis, à ce moment-là, faisait un peu plus attention à sa gestuelle et il avait été très marqué par son premier accident cardiaque, donc il était un peu moins en forme. Le réalisateur, je ne le connaissais pas, donc je ne pouvais pas faire trop de différence. C'était pour moi, il n'était pas. C'était quelqu'un que je découvrais, pas très exubérant, mais je ne savais pas qu'il était malade. Mais je me demande s'il lui le savait d'ailleurs. Si, mais il ne pensait pas qu'il était aussi gravement malade. Le Toubib venait, était un peu inquiet, mais il ne savait pas encore ce qu'il avait. Oh, Galabru, une merveille, nature extraordinaire. On apprend plein de choses au contact de ces gens-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on apprend beaucoup en les regardant, en écoutant. Pas besoin qu'ils nous disent faut faire ci, vous devriez faire ça. On regarde, et puis ça travaille à l'intérieur, et après, on rajoute des trucs, on en enlève. Je me fais de plus en plus rare au cinéma parce que d'un seul coup, il n'y a plus de théâtre, parce que les modes changent, parce que je vieillis, et parce qu'il y a moins de rôles pour les gens de mon âge, et puis qu'on ne peut pas toujours rester, à part quelques-uns, toujours au top niveau. La vie, quoi, la vie normale qui est transposée sur, sur la vie professionnelle. Mais c'est pas grave du tout. Vous savez, j'ai quand même pratiquement 60 ans de carrière et je vis encore de mon métier. Alors je pense que je vais pas trop à me plaindre. Les dernières séries que j'ai faites, c'était La Famille Formidable. Ça a été très agréable à faire avec des partenaires adorables. Annie Dupéret, Le Coq, tout ça, c'est La Famille Formidable. J'ai fait des grandes séries avec ce grand metteur en scène il y a longtemps, Christian Jacques, qui s'appelait Jogaillard, sur un bateau, la vie d'un équipage de bateau avec Bernard Fresson. On partait, il y avait 17 épisodes d'1 heure, on partait dans le monde entier, c'était passionnant. La Malle des Indes avec Roger Carrel, qui a été une des grandes voix du doublage aussi, qui est devenu un de mes meilleurs amis. Roger, c'est notre modèle à tous dans le doublage. Ah oui, puis c'était un homme magnifique. Mais c'est très important pour moi qu'il n'y ait pas que le talent artistique. J'aime bien que le talent dans la vie soit pas loin. Même si l'un n'est pas forcément nécessaire pour avoir. On n'est pas forcément quelqu'un de formidable parce qu'on a du talent et on n'est pas quelqu'un. Si on a du talent, on peut être quelqu'un de peu formidable dans la vie. Et ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'adore quand il y a les deux. Je pense que vous en avez entendu parler. On est dans un studio.
le film passe, ou des bouts de film, et puis il y a une bande rythmo, on appelle ça, qui passe sous l'image, et au moment où les syllabes de la phrase arrivent à une barre sur la rythmo, et ben, il faut parler en même temps, ça correspond exactement à l'articulation des personnages qui sont à l'image. Mais il ne suffit pas de lire, de savoir lire. Vous avez des acteurs qui ont un talent fou, qui n'ont jamais réussi à s'adapter vraiment à la technique du doublage, parce que pour bien doubler un personnage, il faut à la fois lire la rythmo et regarder les yeux du personnage. Il faut monter, descendre presque simultanément. Comme dirait Tigro, ça fait un bout de temps. Parce que faire du doublage, c'est ce que les tigres préfèrent. Et là, j'ai quelques personnages vedettes du doublage, du dessin animé. Il y a Sylvestre aussi, Fifi Rominet, Sapristi Faux-Fils. Ma petite fille qui a eu 4 ans il y a quelques jours, et elle commence à me faire Papic, elle m'appelle Papic, pas Papi, Papic, contraction de Patrick et de Papi. Papic, fait Sapristi Fils, elle me fait, c'est moi Sapristi, elle fait Tigro. C'est bien, je suis un jouet animé pour les enfants. Robinet, je le double depuis presque le début, parce qu'au départ, c'est un comédien de la Comédie Française qui s'appelait Georges Aminel et qui avait fait une composition avec un feu sur la langue et qui était fort bien d'ailleurs. Et puis après, il l'a plus fait, ou il a été malade, ou je crois même qu'il nous a quittés. Et il fallait trouver quelqu'un d'autre. Tigro, c'est une merveille. Tigro, c'est une cure de jouvence, c'est une cure de bonne humeur, ce tigre. Il saute dans tous les coins, il est toujours content. Il y a des petites morales dans Winnie l'ourson qui font de mal à personne sur l'amitié, la gentillesse, la franchise. Non, c'est des bonnes potions magiques, ça. Un Victor de la famille pirate, c'est un personnage très difficile à faire. Comme Sam le pirate. Sam le pirate dans les Looney Tunes, c'est des personnages très durs parce que on prend tout sur la gorge, là. Ensuite, ils sont toujours en pétard, ils gueulent tout le temps, et à la fin de la matinée, la voix est cuite. On peut, toute une journée, ces personnages-là, je crois que c'est pas, enfin, en ce qui me concerne, pour leur garder l'impact, la tonicité et le timbre, c'est presque impossible. À un moment donné, dans la journée, la voix blanchit un peu. Ah oui, oh ben lui, c'est moins fatigant, c'est, Poupette était avec un accent anglais, il parlait comme ça. Poupette, viens voir ton papy. Oui, un peu snob, monsieur de la jungle, mais très sympathique. Bayonne! Oh! Bien sûr! Oh, Bayonne! Il parle comme ça! Alors les gars, on y va! Vous venez, allez! Hop, on y va, Bayonne! Oui, c'est ça. Oh. J'ai eu une absence. Je savais plus que j'étais dans Toy Story. Oh, c'est con! Moi, je double souvent certains acteurs comme John Lithgow, qui fait plein de rôles merveilleux, qui passe, lui, voilà, justement, de l'émotion à la fantaisie. Et j'aime aussi ces acteurs-là parce que c'est jamais la même chose. C'est comme le plaisir de construire un personnage différent d'un film à l'autre ou d'une pièce à l'autre. Et bien là, on construit sa voix différemment pour correspondre aux choses différentes qu'a mis l'acteur dans un film ou dans un autre. Puis il faut être très fidèle. Hein. Quand c'est pas du dessin animé, il faut respecter énormément ce qu'a fait le monsieur devant vous. Il ne s'agit pas de se servir de ça pour faire son numéro personnellement. Donc c'est un petit peu un travail d'humilité aussi. Ça fait pas de mal des fois dans nos égos un peu surdimensionnés. Comme disait Lucchini à la télé, nous sommes des névrosés, parfois un peu psychotiques. Ah, Rex, ah oui, ce petit bonhomme, le petit assesseur du commissaire, oui.
Oui, je lui donnais une voix un peu comme ça, oui, oui. Un peu plus, j'avais la voix plus jeune, il était un petit peu la voix sur l'aigu, un peu, il était. Non, parce qu'on travaille sur des notes, hein. Toute la gamme, tessiture, un peu plus haut, un peu plus bas, mezzo voce, media voce. C'est une grande émotion pour moi. Des fois, je fais des conventions, des festivals où les acteurs de doublage sont invités. Et je vois des gens de toute génération, de votre âge, arriver vers moi. Et il y en a des fois qui ont les larmes aux yeux. Mais ça me touche, je vous le dis, quand je vous en parle, ça me fout la chair de poule. C'est très émouvant parce que ils me disent des choses toutes simples, toutes bêtes, mais qui sont les plus belles choses de la vie. Merci, vous nous avez fait rêver dans notre enfance. Merci beaucoup, monsieur. Tout. Ça, ça veut dire qu'on a servi à quelque chose d'une façon évidente. On est des passeurs de bonheur, vous savez, un peu nous, les acteurs, souvent. Quand les gens passent une bonne soirée au théâtre ou dans un film, eh bien, les, les 3-4 jours, voire la semaine qui va suivre, eh bien, ils ne vivront pas de la même façon. Ils seront plus, non seulement plus heureux, mais plus ouverts, plus à l'écoute des gens, plus attentionnés. Ils se sentiront mieux dans leur peau. On est des bons toubibs, hein, des fois. Qu'est-ce que je fais? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je continue à faire mon métier du mieux que je peux. J'ai très 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 jolis rôles au théâtre. J'ai des rôles moins importants au cinéma, mais agréables à défendre. Et j'ai toujours des rôles très chouettes à la télévision. Voilà ce que je deviens. J'ai mon emploi du temps très 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 occupé. Et j'espère que ça va durer encore le plus longtemps possible. Même si, par moment, je ne suis pas contre prendre quelques vacances. Il va sortir bientôt, ça s'appelle Cocorico, de Julien Hervé, avec Didier Bourdon, Clavier, Sylvie Testu. Et là, si le film est aussi drôle qu'il l'était quand j'ai lu le scénario, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui devraient bien se marrer. Je crois. Voilà. Comme conseil, les conseillers ne sont pas les payeurs, vous le savez bien, mais je lui dirais d'être obstiné, patient, très bosseur, très costaud moralement, parce que les choses ne viennent pas forcément rapidement. On vit dans une époque où on fait croire aux jeunes et on leur dit qu'il faut réussir tout de suite pour gagner beaucoup d'argent tout de suite. Il faut tout rapidement. Et malheureusement, chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Même si on veut le faire croire.